Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc je vous propose pour démarrer cette session sur les sols de faire un peu le tour un rappel du contexte, des enjeux, des problématiques liées à la gestion des sols et d'évoquer les perspectives en termes d'évolution des pratiques, d'outils de développement, d'outils de la décision. Donc c'est un peu la synthèse d'une dizaine d'années de travaux menés par la Chambre d'agriculture sur cette thématique de la gestion durable des sols, gestion agroécologique des sols. Donc pour démarrer, un rappel du contexte, des problématiques, des enjeux qu'on peut dissocier en plusieurs grands thèmes. Les enjeux sociétaux qui montent en puissance. Donc la demande de réduction, de suppression des produits phytosanitaires, et notamment donc des herbicides pour la partie gestion des sols, avec le buzz autour du glyphosate, la pression qui est mise au niveau du glyphosate. Une demande sociétale par rapport aux conséquences sur la qualité de l'eau, notamment des résidus d'herbicides, la qualité de l'herbe, les problèmes de dérive, la problématique des résidus de pesticides dans les vins. Et en parallèle, une demande de plus en plus forte de certification, de labels de la part des consommateurs qui prouvent, qui certifient les démarches environnementales. Donc il y a toute une gamme de démarches environnementales qui peuvent être accessibles aux viticulteurs, dont fait partie le bio, avec une demande forte sur ces produits bio et un marché en croissance. Donc il y a ces demandes de la société, et puis pour le viticulteur, les enjeux, ça reste de quand même sécuriser les rendements et la qualité. Sur la problématique rendement, dans un contexte où on observe depuis quelques années une chute régulière des rendements dans la plupart des vignobles français, voire européens, et donc le plan national contre le dépérissement du vignoble qui a été mis en place, et dans lequel il y a notamment un axe fort pour essayer de mieux comprendre les liens entre l'état du sol et l'impact que ça peut avoir sur les rendements. Donc sécuriser les rendements, la qualité, et en parallèle maîtriser les coûts de production pour assurer la pérennité des exploitations. Donc des enjeux sociétaux, techniques, économiques, et puis des enjeux, des réflexions plus sur les scientifiques, sur la question de l'adaptation au changement, au dérèglement climatique. On sait maintenant qu'on va aller vers une tendance au réchauffement, mais en parallèle, on a aussi un dérèglement avec probablement une multiplication d'épisodes extrêmes, des sécheresses, des canicules, des fortes pluies, qui vont perturber le bon fonctionnement de l'agrosystème. Et en parallèle à cette adaptation, à ce dérèglement climatique, la nécessité de préserver la biodiversité. Donc ça, Adrien Ruge, tout à l'heure, vous l'avez bien expliqué, avec l'intérêt que peut avoir la biodiversité sur la régulation biologique, le biocontrôle des agresseurs et la résistance des agrosystèmes, la résilience des agrosystèmes par rapport aux aléas climatiques. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par brosser rapidement les principaux leviers à votre disposition pour faire évoluer vos pratiques vers une gestion plus agroécologique des sols viticoles, en dissociant ce dont on parle le plus souvent, c'est les leviers, on va dire, à la parcelle, qui concernent les itinéraires techniques, mais on fera aussi un focus sur les leviers à l'échelle de l'exploitation, parce que gérer ces sols, c'est aussi à l'échelle de l'exploitation, c'est être capable de prendre en compte la diversité des sols de l'exploitation, pour adapter différents leviers par rapport à ça. Donc en ce qui concerne les leviers à la parcelle, le premier, le plus problématique, c'est les alternatives aux herbicides sous les rangs. Alors pour les gens qui veulent basculer en bio, et puis pour les bio, c'est optimiser un peu ces pratiques-là qui sont très techniques. Ces alternatives aux herbicides sous les rangs sont souvent une des principales problématiques à gérer pour les gens qui veulent se convertir en bio. Donc je ne rentre pas dans les détails, on sait, dans les différentes alternatives, il y a notamment le travail du sol qui est le plus utilisé, mais il y a aussi du développement de couverts végétaux, il y aura une présentation tout à l'heure par Laure là-dessus, sous les rangs. Il y a des tests sur des mulches aussi, donc il y a différentes choses qui se développent. Sur la partie travail du sol, un seul message à retenir, c'est qu'il n'y a pas un outil magique qui permet de passer tout le temps, de passer sur toutes les parcelles, et que finalement, la bonne solution, c'est de combiner des outils complémentaires, de s'adapter à la trajectoire climatique, aux différents types de sols. Donc c'est l'illustration du schéma dessus, où on peut partir sur un outil, basculer sur un autre en fonction des conditions météo, en fonction du type de sol, revenir sur un autre type d'outil. Voilà, cette notion de combinaison et d'adaptation au sol et au climat.
Le deuxième gros levier à la parcelle, hein, c'est le développement des couvertures végétales. Donc là, il va y avoir aussi beaucoup de présentations, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on se rend compte maintenant que voilà, les couvertures végétales, qu'elles soient naturelles, semées, temporaires, permanentes, globalement, elles ont tendance à procurer énormément de services écosystémiques en lien avec la protection des sols, la régulation, l'épuration des eaux, la biodiversité, la séquestration du carbone, la portance. Donc énormément d'avantages. Et en parallèle, on se rend compte de plus en plus que le travail du sol peut avoir, alors quand il est intensif, hein, peut avoir des impacts assez négatifs sur la dégradation des sols en termes d'érosion, de tassement, sur l'activité biologique, la minéralisation de la matière organique. Donc là, je laisserai les collègues vous parler plus précisément de ça. Et dernier levier à l'échelle de la parcelle, qui est peut-être un petit peu laissé de côté, un petit peu oublié, mais qui reste fondamental, c'est l'entretien des états calciques et organiques des sols, via des restitutions par les couverts, ça sera abordé tout à l'heure, mais également par des amendements quand les restitutions ne suffisent pas à entretenir le système. Donc les restitutions, les principales, les sarments, les couverts végétaux, et sur les amendements organiques, l'idée aussi d'essayer de privilégier, d'un point de vue durable, des produits localement, enfin des amendements produits localement dans une démarche d'économie circulaire. Donc on peut penser notamment à tout ce qui est compost végétaux, fumier composté, des produits qui sont en plus souvent plus accessibles que certains produits un peu plus travaillés industriellement. Donc ça, c'est à l'échelle de la parcelle, hein, les grands axes, voilà, alternatives aux herbicides sous grand, le développement des couvertures végétales, l'entretien de l'état calcique et organique des sols, les piliers de la fertilité. Si on se place maintenant à l'échelle de l'exploitation, comment est-ce qu'on va gérer la diversité des sols à l'échelle de l'exploitation ? Il y a 3 grands sujets. D'abord, il va y avoir la gestion de la ressource en eau. Alors, on sait que la vigne n'aime pas trop l'eau, donc on a tendance à vouloir la sortir des parcelles, hein, par du drainage, par des fossés. La question qu'on peut se poser, c'est ok, on la sort des parcelles, mais est-ce que ça ne peut pas être intéressant, malgré tout, de la stocker sur l'exploitation, de la valoriser sur l'exploitation, pour produire de la biomasse, de la biodiversité, et pourquoi pas demain, avec des systèmes de bassins de retenue, avoir potentiellement des réserves pour irriguer dans une idée de réchauffement climatique, peut-être d'autorisation petit à petit de certaines formes d'irrigation sous certaines conditions. Donc là-dessus, voilà, tout ce qui est drainage fossé, il y a vraiment des effets importants. Ce qu'on remarque, il y a eu une tendance forte au drainage systématique des parcelles. À une certaine époque où il y avait beaucoup d'argent, c'était une pratique un peu systématique, qui n'est pas toujours bien adaptée aux configurations pédologiques des sols, qui n'est pas toujours efficace. Et ce qu'on voit à la limite déjà qui peut très bien servir, c'est la remise en état des fossés. On a souvent des anciens réseaux de fossés qui ont été faits il y a plusieurs dizaines d'années, qui ont été rebouchés, qui ont été comblés pour restructurer les parcelles, et qui, du coup, ralentissent l'efficacité du ressuyage des sols, du drainage des parcelles. Donc là, pas mal de travail à faire pour, globalement, voilà, enlever les phénomènes d'hydromorphie temporaire qui peuvent nuire à la fertilité au niveau des parcelles, mais potentiellement le garder par ailleurs sur des zones plus humides, essayer de valoriser cette eau autrement. Donc on gère la ressource en eau. Hein, la ressource en eau, c'est un peu identifier ce qu'on appelle la trame bleue sur une exploitation. Hein, c'est les ruisseaux, les vallons humides, les vallons secs, tout ce réseau hydrographique. Cette trame bleue, c'est un peu le système sanguin du sol de votre exploitation. Et la réflexion qu'on mène, c'est de se dire, derrière cette trame bleue, est-ce qu'on ne peut pas y superposer une trame verte ? C'est toutes ces zones qui sont plus ou moins humides, en profiter pour y installer des bandes enherbées, des arbres isolés, créer de la biodiversité. Alors actuellement, les facteurs qui vont déclencher cette prise de conscience, cette installation de haies, ça peut être la présence la proximité avec les riverains et les problèmes liés aux dérives au traitement. Hein. Donc tout à l'heure, Philippe Rollet évoquait la problématique des futurs ZNT riverains. Donc voilà, c'est des choses qui vont avancer. Mais comme je vous le disais, voilà, il y a le riverain, mais qui n'est pas forcément lié à une problématique. On ne va pas installer une haie parce qu'il y a de l'eau, mais parce qu'il y a un riverain. Mais en autre raison, on peut avoir l'idée de transformer une zone humide en une zone plus de production de biomasse, de créer aussi de la biodiversité, hein, comme a pu expliquer, Adrien a pu nous donner quelques exemples. Des démarches qui se développent aussi plus récemment, hein, sur lesquelles travaille notamment l'IFV ou la Chambre à être partenaire, sur l'agroforesterie. C'est se dire que finalement, on peut aussi créer de nouvelles ressources sur l'exploitation, que ce soit du BRF, du bois énergie, du bois d'œuvre, des fruits, différentes choses.
Et puis un dernier point, c'est aussi l'aspect paysager, hein. Finalement, à travers ces infrastructures agroécologiques, on peut aussi mettre en avant le paysage, souligner le relief. Voilà, il y a tout un travail qui peut permettre de valoriser le paysage, donc un effet positif par rapport aux consommateurs, aux riverains, dans des logiques notamment de nos tourismes. Et puis dernier point, voilà l'idée, hein, dans l'approche durable, on a une exploitation, on a identifié les trames bleues, on a essayé de surimposer des trames vertes, et ben, ce maillage, il va définir notre parcellaire qu'on va consacrer au vignoble. Et la grande question en termes de gestion durable, ça va être déjà de trouver la bonne adéquation sol-cépage pour valoriser au mieux, mettre chacun des cépages dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent arriver à maturité et s'exprimer dans les meilleures conditions. Essayer d'avoir aussi des parcelles homogènes. Hein. Alors, trouver le compromis, on ne va pas faire du confetti de parcelles pour arriver à s'adapter au type de sol, mais entre cet extrême et l'autre avec des parcelles de 100-300 mètres, où on a rarement de l'homogénéité, donc des maturités hétérogènes, arriver à trouver le bon compromis entre homogénéité de la parcelle et facilité d'entretien de conduite. Et là-dessus aussi, la question de se dire, est-ce que finalement on n'a pas des zones peut-être un peu moins humides, un peu moins qualitatives, qu'on est allé planter pour gagner de la surface, pour gagner du rendement? Est-ce que finalement ces zones un peu moins favorables à la vigne, on n'a pas peut-être intérêt à les orienter vers un autre type de valorisation, hein, que ce soit de la valorisation agricole, hein, par du maraîchage, de l'élevage, des fruits, ou comme on l'a évoqué tout à l'heure, par de la biodiversité, de la biomasse qu'on va utiliser autrement. Donc voilà un petit peu trois principaux leviers à l'échelle de la parcelle, trois principaux leviers à l'échelle de l'exploitation. La difficulté maintenant, c'est de se dire lesquels je vais choisir et comment je les adapte à ma situation. Donc là, je vous présente le gros volet qu'on a développé ces dernières années à la Chambre d'agriculture sur tout ce qu'on appelle les OAD, les outils d'aide à la décision. C'est de se dire, il n'y a pas un levier qui va marcher systématiquement, mais il faut que j'adapte mon levier aux conditions particulières de mon exploitation. Donc on avait travaillé sur une représentation de l'agrosystème, l'agroécosystème viticole, en identifiant les différentes composantes de l'environnement naturel, hein, le climat, le relief, le sol, la flore, les composantes du système de production, le matériel végétal, le système de conduite et les différentes pratiques, gestion des sols, taille et opération en verre, protection phyto, vendange. Et donc je vais rapidement évoquer les avancées, les réflexions qu'on a eues pour caractériser ces différentes composantes. Donc la première, c'est le contexte topo-hydrographique. Donc c'est des travaux assez récents qui datent de l'année dernière. Mais on se rend compte que déjà, avant de partir dans des grands chantiers de cartes de sol, de choses comme ça, rien que d'étudier le contexte topographique et hydrographique des parcelles, ça permet d'arriver finalement à un présonnage de l'exploitation. On a maintenant la possibilité avec les outils SIG de valoriser des données topographiques pour créer des cartes d'altitude, des cartes de pente, des cartes de potentiel radiatif, des cartes d'humidité. Donc autant de cartes thématiques qui permettent de contribuer à faire un présonnage d'une exploitation, à déjà identifier ces zones humides, ces trames bleues dont je vous parlais. Sur les potentiels radiatifs, les pentes, les altitudes, on peut aussi avoir des idées sur les potentialités viticoles, œnologiques des différentes parcelles. Donc tout ça qui va permettre de faire un présonnage et déjà en fait, à moindre coût, à partir de simples données topographiques qu'on va valoriser, déjà avoir une représentation assez un premier présonnage assez intéressant de l'exploitation et de ses potentialités. Donc ça nous donne le cadre, le contexte topo-hydrographique, et puis après, il y a le sol, hein, donc la composante qui nous intéresse tout particulièrement. Alors là, le premier outil de la décision que possèdent tous les viticulteurs, c'est les analyses de sol, hein, souvent sol-sous-sol, 0,30, 30, 60. Donc ça, c'est une des premières données qu'on peut valoriser. Hein, donc on a fait quelques essais déjà sur rien que des représentations cartographiques de ces analyses dont souvent vous avez beaucoup en votre possession, mais pas forcément valorisées à l'échelle de l'exploitation. Donc là, il y a déjà un travail de valorisation de ces données. Puis quand on veut aller plus loin pour caractériser les sols, hein, on sait qu'une analyse de sol sous-sol, c'est déjà bien, mais ce n'est pas forcément suffisant pour bien caractériser un sol. Il faut souvent ouvrir des fosses pédologiques pour bien décrire les sols, bien les comprendre, les caractériser. Donc là-dessus, on a développé un premier outil, donc c'était avec Lorella il y a déjà maintenant 4 ans, l'outil profil ressources qui permet de visualiser assez facilement les résultats d'analyse sur des profils, donc de voir selon 4 profils, avoir une caractérisation assez formalisée des sols, avec le profil textural,
qui va nous donner des indications sur le fonctionnement hydrique du sol, sur ses sensibilités à la battance, au tassement, à l'érosion. Le profil calcique, en lien avec la présence de carbonate, qui va nous donner des indications sur l'environnement chimique, la présence de calcium, l'acidité, des choses comme ça. Profil organique et puis profil minéral pour terminer. Donc c'est un outil qui permet aussi de faciliter la compréhension des fausses pédologies, qui permet aux viticulteurs d'avoir un outil pour mieux comprendre les caractéristiques de son sol et derrière adapter ses pratiques. Donc ça, c'est l'outil global. Et puis cette année, l'année dernière encore, un outil un peu plus fin. On est toujours sur les sols, mais là, on est sur la qualité biologique des sols. Un nouvel outil qui a été appelé la BOX, boîte à outils pour la caractérisation de la qualité des sols, développé dans le cadre du projet Vertigo. Donc là, je ne rentre pas dedans, mais c'est mettre en avant des tests de terrain facilement réalisables pour les viticulteurs, pour les conseillers. Donc là, je vous ai mis quelques illustrations de tests un peu emblématiques, notamment le test du slip, qui permet d'évaluer l'activité biologique et la dégradation dans les sols, le test bêche ou le test immersion. Il y en a d'autres qui ont été sélectionnés, et donc une boîte à outils qui est disponible avec un livret, des fiches terrain et des fiches de synthèse disponibles sur le site du Vinopol. Donc là, on est sur le sol. Autre composante hyper intéressante à étudier un peu plus finement, c'est la flore. Là encore, il y a une spécialiste, je la laisserai parler, elle en parlera mieux que moi. Mais se poser la question de la diversité des enherbements, des espèces dominantes, leurs traits fonctionnels, leurs caractères bioindicateurs. Donc là, il y a des projets aussi de faire un OAD, un espèce de guide flore, qui viendra dans les 2019-2020, on espère. Essayer d'aller plus loin que se dire, on voit souvent quand on discute avec les viticulteurs, je suis enherbé. Okay. Bon, on est enherbé. Et puis quand on regarde un peu plus près, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon enherbement? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a ces espèces? Quelle est l'influence de mes pratiques? Le fait de travailler, le fait de tondre, comment ça explique telle ou telle flore? Donc on étudie le contexte topo-hydro, le sol, de manière globale avec les fosses, d'une manière plus précise en surface avec la qualité des sols, on étudie la flore. Puis la réflexion qu'on va mettre en face, on veut quand même faire évoluer nos pratiques, c'est déjà de mieux caractériser nos itinéraires techniques. On se rend compte, quand on discute avec les viticulteurs, il y a une question, combien est-ce que vous passez par saison avec un tracteur dans vos vignes? Il y a peu de viticulteurs qui sont capables de vous donner la réponse. Dans le cadre des travaux menés par Lorelai, on s'est rendu compte qu'on est entre 25 et une quarantaine d'interventions mécanisées, avec une moyenne à 35, donc on est sur une viticulture qui est très interventionniste. Et si, par exemple, si on veut se passer des herbicides sous le rang, on sait qu'il va falloir passer plus de temps parce que les solutions sont plus chronophages. Ça va être le défi va être de se dire où est-ce que je peux gagner du temps pour en passer peut-être plus sous le rang. Et pour cela, on a par exemple travaillé, alors c'est des premiers prototypes, mais des plateaux de jeu qui permettent de représenter visuellement l'itinéraire technique. Donc vous avez la version vierge, et puis la version qui a été mise par un viticulteur, où avec des petits post-it, on va essayer de regarder quand arrivent les différentes interventions, quel type d'intervention, est-ce que je passe tous les interrants, est-ce que je passe un interrant sur deux. Donc ça permet de prendre conscience de son itinéraire technique, de voir les pics d'activité, d'avoir un petit peu des informations pour identifier les pistes d'amélioration et les leviers qu'on peut avoir. Donc j'accélère, j'ai bientôt terminé, ça tombe bien. Et dernièrement, il y a l'aspect stratégique sur les solutions qu'on va mettre en place, mais vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a aussi du pilotage par rapport à la trajectoire climatique du millésime, qui est régulièrement assez différente. Donc là encore, c'est le développement d'outils pour essayer de piloter plus finement ces pratiques en fonction des caractéristiques du millésime. Donc voilà, pour terminer, juste simplement vous dire que la gestion des sols, ça s'envisage de la parcelle, mais également à l'échelle de l'exploitation. C'est une évolution qui va être indispensable par rapport à la transition agroécologique. Mais comme j'ai essayé de vous le montrer, il y a un agroécosystème qui est hyper complexe et on n'est plus dans la viticulture de l'intrant, on va rentrer dans la viticulture de l'interaction biologique. Et l'interaction biologique, c'est compliqué. Donc pour arriver à faire les bons choix, il faut bien caractériser le système. Il va falloir des outils, il va falloir de la formation, de la sensibilisation, des étudiants, des viticulteurs, des conseillers, de l'ensemble des acteurs pour arriver à trouver les bonnes solutions adaptées à votre exploitation, à vos parcelles. Voilà. Je laisse la main maintenant à mes collègues pour la suite.